L'appel de 19 présidents de départements en faveur d'un revenu de base pour répondre à la crise, pour faire face notamment au choc de pauvreté dû à la pandémie de coronavirus. 19 présidents de départements demandent la création d'un revenu universel inconditionnel. Cela dans une tribune publiée dans le journal Le Monde. Aujourd'hui, plus d'1 million de Français viennent s'ajouter aux 9 300 000 personnes qui vivent déjà sous le seuil de pauvreté. Et jusque-là réticente au débat, la majorité présidentielle a accepté d'ouvrir la réflexion. Pour en parler, nous sommes ce soir avec Stéphane Rosès, politologue, président de la société de conseil CAP, et Philippe Murer, économiste. Bonsoir à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau ce soir en direct. Sur RT France, un revenu universel qui fait son chemin, en tout cas dans le débat, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Philippe Murer, pourquoi jusqu'ici le gouvernement y était réticent à la création de ce revenu universel ? Alors moi, je peux dire ce que j'en pense en tant qu'économiste. Il y a déjà en France un revenu minimum d'insertion, qui est un revenu de base faible de 540 € qui permet de survivre et pas de vivre. Avec 540 €, il faut payer son loyer, sa nourriture et son logement. Qui était de dire qu'en fait, les gens avaient une chance de retrouver un travail. Les 2 millions de personnes au RNI, qu'on appelle RSA maintenant, ont une chance de retrouver un travail. Si on crée un revenu universel, de quel montant d'ailleurs, de 800, de 1000 €, donc pas très loin du SMIC pour que les gens vivent confortablement, que va-t-il se passer ? On va se retrouver avec des gens qui travaillent, qui vont devoir payer pour des gens qui ne travaillent pas, et puis des gens qui vont vraiment choisir d'avoir un revenu universel sans travailler qui sera plutôt confortable. Donc cela me paraît quand même très très embêtant, ça pose des vrais problèmes, des problèmes majeurs, mais qui sanctionnent en fait un échec total à créer de l'emploi et à empêcher que les gens glissent dans la pauvreté, mais c'est vraiment très dangereux. Et réfléchissez-y, dans 10-20 ans, les gens qui auront choisi de ne pas travailler, qui resteront pendant 10 ans ou 20 ans sans travailler, comment la société regardera ces gens ? Quel clivage cela va faire de la société ? Que va-t-on faire de ces gens qui auront choisi de ne pas travailler ? Je pense que le problème est majeur et qu'il ne faut pas s'engager là-dedans comme ça. Il faut plutôt recréer de l'emploi, changer complètement une politique économique qui perd tout le temps. Alors, on est dans un contexte particulier, contexte de crise sanitaire. Faut-il pour autant abandonner cette idée ? Quel est votre avis, Stéphane Rosès ? Est-ce qu'il faut, pour le coup, créer une aide spécifique, notamment pour les jeunes qui sont oubliés du fameux RSA ? La singularité de la crise actuelle du fait de la pandémie, ce qui la distingue très nettement de la dernière grave crise de 2008, c'est que ça touche le système productif du point de vue de l'offre et du point de vue de la demande, puisque le choix des sociétés a été d'arrêter l'activité économique de façon variable selon les pays, mais du coup ça affecte à la fois la possibilité d'acheter et ça affecte la possibilité de travailler. Tout ça pour dire qu'au fond, il va y avoir un moment très difficile que nous commençons dès maintenant à traverser, avec effectivement, ça a été dit, au RSA, nous sommes passés de 5,5 millions à 8 millions de bénéficiaires du RSA, 800 000 chômeurs en plus attendus. Au fond, nous avons environ 10,5 millions de Français qui vivent en dessous de 1 000 € par mois. Donc, évidemment, on peut peut-être, le temps de cette crise de l'offre et de la demande, mettre en place un dispositif, une sorte de filet de sécurité temporaire, de sorte d'aider ceux qui connaissent le plus de difficultés, notamment dans un certain nombre de professions, on le sait, les indépendants, les artistes, ceux qui ont des métiers liés au tourisme, à la restauration, et donc il pourrait être envisagé effectivement de mettre en place un dispositif temporaire sans que ça institutionnalise sur le moyen terme des formes effectivement d'assistance, car la préférence doit être la préférence au travail. Alors on voit que Stéphane Rosès est d'accord avec vous, Philippe Murer. Je vous ai vu un petit peu objecter à ce qui s'est dit. Oui, je ne suis pas du tout d'accord avec lui.
Alors déjà, il n'y a pas 8 millions de personnes au RSA, je pense que monsieur s'est trompé, c'est 2 millions de personnes qui sont au RSA aujourd'hui. Effectivement, il y a 6,7 millions de chômeurs en plus inscrits à Pôle emploi en toute catégorie. Donc, on a un problème absolument immense. Et d'ailleurs, le taux de chômage, on voit bien, puisqu'il y a 25 millions de personnes qui travaillent et qu'il y a 8,7 millions de personnes au RSA ou au Pôle emploi, on voit bien que le taux de chômage n'est pas de 8%, il est beaucoup, beaucoup plus élevé, il est quelque part d'une façon masquée. Le problème qu'on a, c'est que si vous le mettez en place, vous ne pourrez plus en faire quelque chose de temporaire. Bon, sous prétexte d'aider temporairement, le fait de pouvoir choisir de ne pas travailler sera un vrai problème. Pour autant, il faut absolument aider. Et l'objectif de la société, c'est d'avoir un modèle économique qui permette d'apporter, que chacun apporte quelque chose à la société, un travail qui est utile à tous, et en échange de ça, d'avoir un niveau de vie digne. C'est ça la dignité. C'est pas de recevoir de l'argent qui tombe du ciel, ça pose problème. Pour autant, effectivement, la politique économique qui est de créer de plus en plus de chômage, et la crise du Covid ne fait qu'accentuer un phénomène qui a déjà lieu, pose un problème majeur, mais il faut arrêter de s'entêter sur cette politique économique européiste pour l'euro, pour la finance, et proposer des miettes aux Français. Parce que le vrai problème, le vrai plan de relance, qui est gigantesque et qui est caché, c'est le plan de relance, en fait, de 2000 milliards d'euros d'argent public, fait par la BCE, d'argent public qui est créé, qui est imprimé pour les marchés financiers. On donne 2000 milliards d'euros d'argent public et on veut donner des miettes aux Français en faisant croire qu'on s'occupe d'eux. Or, cet argent, il va créer énormément de richesses chez les plus hauts revenus, chez les hauts patrimoines, à la bourse, dans l'immobilier des métropoles, et il va exclure encore plus de Français. Et ce modèle est absolument intenable, il est injustifiable, c'est une injustice faite aux Français. Et je pense que pour cela, d'ailleurs, Macron ne pourra probablement pas se représenter, ce qui ne changera pas grand-chose d'ailleurs, puisqu'il sera sans doute remplacé par quelqu'un comme Xavier Bertrand qui aura exactement le même politique économique. Ce qu'il faut, c'est changer complètement de cadre de politique économique et ne pas faire de gadgets qui laisseront des traces très négatives à long terme. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y aura la dette forcément à rembourser, Philippe Murer ? De toute manière, on a un problème de dette. C'est que là, pour économiser quelques millions d'euros de lits d'hôpital et de lits de réanimation, en fait, on se retrouve avec une baisse du PIB, une récession de 11% en France, contre 3% aux États-Unis, qui ont beaucoup mieux géré la crise, et 5% en Allemagne. Donc on voit que pour quelques millions d'euros d'économie, ce qui est l'obsession européiste, dans tous les services publics qui sont détestés par les européistes, on se retrouve finalement à dépenser des centaines de milliards d'euros de plus et d'avoir des dettes absolument gigantesques à cause de ça. On voit donc l'ineptie de cette politique économique. Mais dernière chose, ce qui est important, c'est que cette dette publique, en fait, qui est détenue par la Banque de France, si on n'était pas dans l'euro, elle pourrait être immédiatement annulable et on repasserait à 90% de dette publique. Et on pourrait ajuster cette dette publique de façon raisonnable, sans faire pour autant du tout défaut sur la dette publique, sans qu'il y ait un problème de faillite quelconque, relancer l'économie, redonner des marges de manœuvre. En étant dans la BCE, ceci est rigoureusement impossible et donc ça nous pose un problème ainsi qu'à tous nos voisins européens qui est insoluble. Stéphane Rosès, au moins 8 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire et les plus touchés, ce sont les jeunes. La moitié des jeunes représentent la moitié des personnes qui sont en difficulté. Cette aide dont on parle n'est pas, a priori jusqu'ici en tout cas, destinée aux moins de 25 ans. Faudrait-il néanmoins élargir cette aide aux moins de 25 ans ou trouver une solution en tout cas pour ces personnes qui, même en temps normal, ont des difficultés? Il y a deux débats qui sont menés là en parallèle entre nous. Il y a un débat sur quelle politique économique faudrait-il pour la France et au plan européen à l'orée, par exemple, de la future présidentielle. Et puis, il y a d'autre part, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour ceux qui sont en difficulté, que ce soit en termes d'insertion dans le monde du travail, et puis, encore une fois, des situations humaines difficiles, avec des suicides, notamment dans les professions d'indépendance, c'est-à-dire des personnes qui ont consacré leur vie à travailler, qui n'ont pas, même pour certains d'entre eux, de couverture sociale. Donc je pense que ça a été le cas dans le passé. Il y a eu des dispositifs d'aide, notamment pour les plus jeunes, qui ont été mis en place pour ensuite être retirés. Donc je pense qu'il est légitime de trouver des formes de dispositifs pour accompagner
D'autre part, sur la question de l'après, on sait, il y a un plan de relance dont le montant global qui est annoncé prend à la fois des aides européennes et la doctrine a un peu changé au plan européen, une partie au plan national, mais dont des dépenses sont déjà gagées. Et au fond, on ne sait pas très bien quelle va être la doctrine du gouvernement, parce que récemment, le gouverneur de la Banque de France a indiqué qu'avec 120% de dette publique, il faudrait arriver à des politiques d'austérité. Donc on comprend que la politique de l'exécutif, de la majorité actuelle, c'est de dire on ne compte pas les sous, on ne compte pas les efforts, mais au fond, est-ce qu'une fois que cette passe difficile sera passée, est-ce qu'il ne faudra pas revenir à des politiques d'austérité, ce qui voudrait dire des politiques de déflation, ce qui est toujours très dangereux de faire des politiques d'austérité alors qu'on connaît des politiques de déflation, c'est-à-dire pas d'inflation et pas de croissance. Donc on a vraiment là entre nous deux sujets. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite pour ceux qui sont en difficulté? Et puis, effectivement, des sujets plus de fond qui seront les débats de la présidentielle. Et je rajoute d'ailleurs, sur ce qu'il faudrait faire en la matière, repenser les questions de souveraineté, notamment de souveraineté industrielle, repenser des stratégies en termes de filières. Donc, il y a tout un tas de réflexions qu'il faut mener. Mais je suis personnellement inquiet pour la situation. Vous avez eu raison de les citer, des plus jeunes et puis des plus en difficulté, souvent là à l'autre extrême, les plus âgés, car une des caractéristiques de la France dans le rapport au marché de l'emploi, c'est que ceux qui sont les plus en difficulté chez nous sont aux deux bornes. Très grande précarité chez les jeunes, très grande difficulté pour eux d'avoir des emplois stables, et puis à l'autre borne, au fond, des entreprises et peut-être des salariés qui, du fait de la fatigue et de la souffrance au travail, n'aspirent qu'à quitter le plus vite possible, quand ils le souhaitent eux-mêmes, qu'on ne les oblige pas, l'activité professionnelle. Il nous reste très très peu de temps, Philippe Murer. Donc vous craignez justement que, on le voit, le gouvernement met vraiment la main au porte-monnaie. Il a même accepté de créer peut-être un filet de sécurité inconditionnel et universel. Mais le problème, ce sera l'après, et ça risque d'être difficile pour les Français. Oui, ça va être très difficile. Ça va être très difficile, effectivement. Le problème, c'est qu'on est déjà à parler d'un troisième plan de confinement. Donc, si on veut aider les Français, il faut arrêter avec ces plans de confinement qui détruisent à chaque fois l'activité économique et faire semblant de s'en soucier, alors qu'en fait, on détruit des millions de vies, des millions d'entreprises, des centaines de milliers de petits commerces qui sont détruits, des jeunes enfants qui sont avec des masques à l'école. Et ça pose un vrai problème parce qu'il n'y a aucune solution avec ça. On ne peut pas dire qu'on s'occupe des gens quand on détruit l'activité économique en faisant ça. Et c'est là vraiment le sujet principal. Par contre, il faut effectivement aider temporairement les gens et beaucoup plus vite qu'on le fait aujourd'hui, mais il ne faut pas créer par contre un revenu universel qui ensuite entraînerait la France dans un monde du non-travail et dans un monde en fait où la France deviendrait un pays parasite des autres pays finalement, qui ne produirait plus rien et qui donnerait uniquement des dépenses sociales. Voilà, pour que chacun puisse vivre sa vie dignement, il faut que chacun ait un travail. Il faut arrêter avec cet échec de politique économique qui est dû à l'Union européenne. Très clairement. On en reparlera évidemment longuement du coup des confinements aussi. Merci beaucoup Stéphane Rosès. Merci à vous Philippe Murer d'avoir participé à ce débat en direct ce soir sur RT France.